Bienvenue dans cette troisième vidéo de la série sur l'intégrale de Gauss. Alors la dernière fois on avait vu ce que c'était qu'une fonction réciproque d'une bijection, puis on avait démontré son unicité, et on avait fini par démontrer que si une fonction était bijective et impaire, alors sa réciproque était aussi une fonction impaire. Maintenant, on va passer à la deuxième grande partie, et qui est l'étude des fonctions arctangentes et tangentes. Premièrement, on va faire la fonction tangente. Donc cette fonction, comment on la définit? On la définit de cette manière. On définit la fonction tangente qui est définie sur R privé de kpi plus pi sur 2 pour tout k appartient à z, et la valeur dans R, et qui a un nombre x associe tangente de x, un nombre noté tangente de x. On a et pour tout x qui appartient à R privé de kpi plus pi sur 2 pour tout k appartenant à z, c'est-à-dire tous les multiples relatifs de pi auxquels on a ajouté pi sur 2, ou oui, auxquels on a ajouté pi sur 2. On va voir à quoi cela correspond juste après. Donc pour tout x de cet ensemble de définitions, tangente de x, je vais mettre des parenthèses, c'est mieux, c'est sinus de x divisé par cosinus de x. Voilà. Je vais coller le graphique de tangente. Ouf. J'ai beaucoup de colle là-dedans. Ça va le faire quand même. Donc on voit que la fonction tangente, on voit qu'elle est bien définie sur tous les réels privés de tous ces nombres-là, qui correspondent au fameux kpi plus pi sur 2. C'est-à-dire que c'est pi sur 2, moins pi sur 2, ensuite tu auras pi sur 2 plus pi sur 2 plus 2pi, etc. Et cette fonction est 2pi périodique. Non, pardon, est pi périodique. Et parce qu'on divise deux fonctions qui sont 2pi périodiques, donc on obtient une fonction pi périodique. Voilà. Alors ici, on va s'intéresser seulement à l'intervalle moins pi sur 2 exclu pi sur 2, c'est-à-dire seulement cette partie-là de la fonction. Donc je vais l'écrire. On s'intéresse ici seulement à l'intervalle ouvert, pi sur 2, enfin moins pi sur 2, pi sur 2. Alors,
On va pouvoir en déduire tout de suite une propriété de tangente sur moins pi sur 2 pi sur 2. Moins pi sur 2 pi sur 2 est un ensemble centré en 0. Ça c'est le premier élément. Et deuxième élément, pour tout x de tel ensemble, de cet intervalle, on va s'intéresser à tangente de moins x. Ça c'est égal à sinus de moins x sur cosinus de moins x. Or, on sait que sinus est une fonction impaire et cosinus une fonction paire. Donc ici, on va avoir moins sinus de x. Et cos de moins x, ça reste cos de x. Et ça, on peut sortir le moins et le mettre devant la fraction. Et au final, ce qu'on obtient, c'est moins tangente de x. Donc d'après ces deux points, on peut dire donc tangente est une fonction impaire. Donc c'est vrai quand on s'intéresse à moins pi sur 2 qui est un ensemble centré en 0, puisque les deux bornes sont symétriques ici. Donc c'est évidemment un ensemble centré en 0. Mais ça marche aussi quand on prend l'ensemble de définitions plus large de tangente. Tangente reste une fonction impaire. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser à la dérivabilité de tangente. Donc, d'après une propriété de la dérivation, puisque tangente est le quotient de deux fonctions définies dérivables sur moins pi sur 2 pi sur 2 et que le dénominateur, c'est-à-dire cos x, est non nul sur moins pi sur 2 pi sur 2. Alors, tangente est dérivable sur moins pi sur 2 pi sur 2. Voilà. Et on a la dérivée de tangente prime de x. Puisque tangente c'est, je ne l'ai pas écrit, je vais l'écrire ici. Tangente de x est égal à sinus de x sur cos x. Voilà, je l'aurais écrit ici. Alors tangente prime de x, la dérivée, ça va être le numérateur, donc cos x, fois la dérivée du le dénominateur, la fonction au dénominateur fois la dérivée de la fonction au numérateur. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Donc c'est fois cosinus x. Et moins. Et ensuite on fait la dérivée du dénominateur. Donc moins sinus de x, puisque la dérivée de cosinus x c'est moins sinus de x, fois sinus de x, fois le numérateur.
Et le tout sur le dénominateur, enfin la fonction dénominateur qu'on met au carré. Cosinus de x, le tout au carré. Et ça, c'est aussi égal à. Donc on va réécrire cosinus de x au carré par cos carré de x. Ici, pareil, cos carré de x. Ici, on va avoir moins fois moins et sinus x fois sinus x. Donc au final, ça va faire plus sinus carré de x. Et comme d'après l'identité fondamentale de la trigonométrie, cos carré de x et plus sinus carré de x, pour tout x réel, ça fait 1. C'est égal à 1 sur cosinus carré de x. Donc la dérivée de tangente, c'est 1 sur cosinus carré de x. Voilà. Maintenant, on va... je vais écrire trois différentes propriétés qu'on peut tirer de cela. C'est puisque tangente... Premièrement, puisque tangente est dérivable. Sur moins pi sur 2. Pi sur 2. Alors, elle est aussi continue sur cet intervalle. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, on va s'intéresser au sens de variation. Donc on a pu voir ici que on peut voir que c'est toujours croissant, peu importe l'intervalle qu'on prend, tant qu'on n'inclut pas les bornes, donc c'est pas défini. C'est toujours croissant, donc sur moins pi sur 2, ça va être croissant. On va le démontrer. Donc puisqu'on a la dérivée qui est 1 sur cos carré de x, on peut dire que tangente prime de x est égal à 1 sur cos de x. Et je vais écrire cos carré de x et je vais mettre le tout au carré. Et ça implique que tangente prime de x supérieur ou égal à 0. Et comme 1 sur cos carré de x égale 0, c'est équivalent, si on multiplie par cos carré de x à gauche et à droite, on obtient 1 égale 0. Ça c'est toujours faux, donc ça c'est toujours faux aussi. Donc cette équation écrite ici n'a aucune solution, n'admet aucune solution. Alors, pour tout x qui appartient à moins pi sur 2, pi sur 2, 1 sur cos carré de x est strictement supérieur à 0. Ce qui implique que tangente prime de x est supérieure à 0. Et comme la dérivée de tangente est strictement supérieure à 0 sur l'intervalle moins pi sur 2, d'où tangente strictement croissante sur moins pi sur 2, ou aussi strictement monotone, puisqu'elle est strictement croissante. Donc là, maintenant, on va s'intéresser à l'intervalle qui est formé par les bornes. Ici, comme c'est un intervalle ouvert, on va devoir prendre la limite. Donc, on va calculer premièrement la limite en moins pi sur 2. Donc, je fais la limite quand x tend vers moins pi sur 2 cos de x. Cosinus est bien défini sur... enfin, moins pi sur 2 a bien une image. Donc, la limite, c'est juste l'image de pi sur 2
qui va être 0. Limite quand x tend vers pi sur 2, enfin moins pi sur 2, de sinus de x. Pareil, c'est défini, ça va être égal à sinus de moins pi sur 2, qui est égal à moins 1. Troisièmement, limite quand x tend vers moins pi sur 2, donc de tangente de x, c'est égal à la limite quand x tend vers moins pi sur 2, de sinus de x sur cosinus de x, et moins 1 sur 0 par quotient de limite, ça fait moins l'infini par quotient de limite. Voilà. De même, on va faire la limite en pi sur 2. Alors, limite quand x tend vers pi sur 2, cos de x, c'est égal à cos pi sur 2. Ça, c'est égal à 0. Et limite quand x tend vers pi sur 2, le sinus de x, c'est sinus de pi sur 2, c'est égal à 1. Et donc, la limite en pi sur 2, tangente de x, c'est égal à la limite en pi sur 2 de sinus de x sur cos x, et 1 sur 0 par quotient de limite, ça fait plus l'infini, ça fait 0 plus, pardon. Parce qu'ici c'est pi sur 2 moins, je ne l'ai pas précisé, plus, 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 et là c'est moins, 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 et là pareil c'est 0 plus. Voilà, donc l'intervalle qui est formé par les bornes qu'on avait nommé l'intervalle I, mais avant il était fermé, donc là on doit rajouter la subtilité des limites, formé par les bornes de moins pi sur 2, pi sur 2, et moins l'infini, plus l'infini. Autrement dit, c'est R. Donc d'après ces trois propriétés, enfin ces trois choses qu'on a pu remarquer sur la fonction tangente, elle est continue sur moins pi sur 2, pi sur 2. Elle est strictement monotone, on l'a dit, sur moins pi sur 2, pi sur 2. Et l'intervalle formé par les bornes de l'ensemble, enfin de l'intervalle de départ, c'est R. Donc, d'après ces trois choses qu'on a pu remarquer, et d'après la propriété que l'on a notée juste avant, si je la retrouve. Ouais, moi j'ai pas envie de la retrouver. Peut-être ici. Ah ouais. Donc d'après la propriété qu'on a notée ici, si une fonction est définie, strictement monotone et continue sur un intervalle, voilà, il est fermé mais il peut être ouvert. Je ne l'ai pas précisé quand je l'ai fait. Et il est ouvert et dans ce cas-là, il faut faire
un intervalle avec les limites. Et alors f est bijective de cet intervalle dans l'intervalle formé par les bornes qu'on avait défini, l'intervalle i. Ici, qui est r. Donc, on en déduit que tangente est bijective de moins pi sur 2 dans R. Et ça, c'est important. Voilà. Donc d'après aussi une propriété précédente, si une fonction est bijective, alors elle admet une fonction réciproque. On pose donc la fonction qu'on note arctangente définie de R dans moins pi sur 2 et qui a x associe un nombre noté arctangente de x. On pose donc la fonction arctangente qui est la réciproque de la fonction tangente. Et on peut tout de suite remarquer, parce qu'on a démontré précédemment que tangente était une fonction impaire, on l'a dit ici. Donc tangente est une fonction impaire. On a vu que tangente est une fonction impaire. Et d'après, encore une fois, la propriété précédente qui nous disait que si une fonction est bijective et est impaire, alors sa fonction réciproque est aussi une fonction impaire. Ici, la seule subtilité, c'est qu'on doit vérifier que l'ensemble de définition de l'arctangente est bien centré en 0, et c'est le cas. Je l'écris, l'ensemble en 0. Ça veut dire que si un élément appartient à cet ensemble, alors forcément son opposé appartient à cet ensemble. Donc puisque tous les réels appartiennent à grand R, forcément si un réel appartient forcément à grand R, donc grand R est centré en 0. Donc l'ensemble de définition de l'arctangente étant bien centré en 0, on peut dire que arctangente est une fonction impaire. Et maintenant, pour finir, je vais montrer le graphe de arctangente. Et si je le montre comme ça, on voit le rapport avec le graphe de tangente qu'on avait précédemment. On voit bien, et ça peut permettre d'illustrer ce que ça fait à la courbe d'une fonction quand on prend sa réciproque. En fait, elle subit une symétrie axiale, et l'axe de symétrie, c'est la droite d'équation y égale x. On voit bien que ici, si on va retourner, si on fait une symétrie axiale à cette courbe-là, on obtient quelque chose de cet ordre-là. Ici, c'est pas les mêmes échelles, donc c'est pas évident de le voir, mais c'est bien le cas. Et on voit bien que la fonction arctangente ressemble, sa courbe
un air de famille, entre guillemets, avec la courbe de celle de tangente. Voilà. Donc, je colle. Et donc la prochaine fois, on verra une propriété de arc-tangente grâce à une interprétation géométrique. Et on s'en servira pour dériver arc-tangente. Parce que l'objectif de tout ça, c'était de trouver la fonction dérivée de arc-tangente.